Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Ce soir, nous allons revenir sur ce projet de loi des finances 2023 qui est déjà en débat à l'Assemblée nationale depuis septembre dernier. Il n'est pas encore voté, mais il y a certaines révélations et certains chiffres aussi qui font polémique, qui font aussi débat, puisque le palais présidentiel a quadruplé son budget et ses dépenses pour l'année 2023. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que ça arrive, puisque je vous le disais, la présidence algérienne, donc c'est un budget inédit qui dépasse les 88 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 630 millions de dollars. À savoir qu'en 2022, c'était 20 milliards de dinars pour 140 millions de dollars, pour vous donner à peu près donc une équivalence. Et puis le budget de la défense nationale aussi, qui a presque triplé dans le projet de loi de finances de cette année 2023. Il passe de 1300 milliards de dinars, soit 9 milliards de dollars environ, à plus de 3000 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent à plus de 22 milliards de dollars. C'est un projet donc pour 2023, donc vous l'avez compris, triplé. Alors selon le texte de loi, le budget du secteur de la défense nationale est divisé en 3 axes: la défense nationale, le soutien logistique et multiforme et l'administration publique. Derrière cette augmentation et ce budget de l'État en général et ce budget de la défense, plusieurs questions se posent. D'abord, que signifie donc cette hausse importante? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui explique aussi cette hausse? Pourquoi? Quelles sont les raisons principales? Et puis ce budget qui aujourd'hui donc défile depuis plusieurs années, va-t-il en direction notamment du peuple, puisque vous le savez que le budget de l'État est composé sur différents secteurs. On va parler notamment de l'éducation, de la santé. Où sont-ils positionnés? Le budget de l'État contribue-t-il notamment au développement du pays? Quand on sait, et certains analystes, notamment économistes, parlent de ces 1000 milliards de dollars qui ont été utilisés pendant l'ère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et le pays est toujours dans un état difficile en termes de santé, d'éducation, de santé. On va essayer donc de comprendre, est-ce que tout cet argent qui est maintenant dans les caisses de l'État depuis plusieurs années, est-ce que le peuple en voit-il la couleur? Quel objectif? Puisque c'est toujours bien, effectivement, d'avoir un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, mais quel est réellement l'objectif? Est-ce qu'on donne les bonnes informations aux Algériens et aux Algériennes, notamment, par exemple, pour 2023, quand on sait qu'il y a, je vous le disais, on va y revenir, bien évidemment, qui dit budget de l'État, bien dit aussi le quotidien des Algériens, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'environnement, en termes de sécurité aussi. On va y revenir. Donc Algérie, 2 points, budget défense 2023, record et inédit, je vous le disais. Azwa Chemrouk, qui est militant politique, qui devrait venir nous rejoindre dans quelques instants. Il est pris dans les embouteillages parisiens. Avec nous, Hamid Lelou, en direct via Skype de Washington. Bonsoir, cher Hamid Lelou. Bonsoir et merci de m'avoir parmi vous. Merci infiniment, directeur de Watching Independence Show Social. Merci d'être avec nous. Et on devrait avoir donc le directeur journaliste d'Algérie Part. Est-ce qu'Abdou Samar est avec nous? Pas encore. Donc on va joindre Abdou Samar qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Hamid Lelou, je vais commencer avec vous. Soyez le bienvenu. D'abord, d'un point de vue général, ce projet de loi des finances avec ce budget de l'État donc qui triple pas mais qui quadruple, je le disais tout à l'heure, qui passe de 20 à 88 milliards de dinars. Et puis ce budget de la défense en général. Mais quand on vous dit budget de l'État en Algérie, ça vous évoque quoi d'un point de vue général? Et on va entrer dans les détails dans quelques instants. Écoutez, le budget 2023, comme vous le dites, il n'a pas encore été voté. Quoique le vote du Parlement, on sait de quoi il en est. Ça, c'est primo. Secondo, ce n'est que spéculation et information. Parce que j'ai été faire des recherches pour voir un petit peu quelles sont les sources. Bon, vous avez cité Mediapart puisqu'il va être parmi nous, mais il y a aussi Maghreb Émergent qui a donné l'information sur le budget militaire.
Et bon, ils citent pas leur source, c'est une source de l'intérieur et d'ailleurs leur information a été reprise par d'autres médias, particulièrement les médias de l'Afrique du Nord. Et en même temps, j'ai fait d'autres recherches au niveau de CIPRI, par exemple, qui est le centre de recherche de la paix à Stockholm. Il n'y avait pas cette information. Il y avait toujours eu de l'information sur les dépenses de l'Algérie, surtout dans les années 2010, 11, 12, où vraiment c'était le moment où l'Algérie elle avait commencé à dépenser un peu plus. Mais là, sur 2021, 2022, le seul pays africain, c'est le Nigeria, 4,5 milliards de dollars. C'est l'Iran avec 24 milliards de dollars. C'est les États-Unis avec 850 milliards de dollars. C'est la Russie avec 70 milliards de dollars. Mais l'Algérie n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Algérie n'y est pas. J'ai bien vérifié ce matin. Maintenant, comme vous avez dit, le budget de l'État, ce n'est pas que la présidence et la défense, il y a plusieurs autres secteurs, bien sûr, l'éducation, l'éducation nationale, la recherche, la santé, etc. Maintenant, si vous me posez la question sur l'augmentation, comment se fait-il qu'on passe de 9 milliards à 22 milliards, ben, on peut spéculer sur beaucoup de choses. Déjà, on est dans la post-Covid. Donc, tout a été gelé pendant presque 3 ans à cause du Covid. Ça, c'est un. Des hydrocarbures, ça, c'est de deux. Troisièmement, les dépenses au niveau de l'État, que ce soit en Algérie ou ailleurs, c'est des dépenses quand elles sont assujetties à des comment dirais-je, à des situations internationales, par exemple l'inflation, la Covid, etc. C'est rétrospectif, c'est-à-dire que toutes les augmentations qui ont été bloquées pour un temps donné, dès qu'il y a une rentrée d'argent un petit peu substantielle, eh bien, on rattrape le retard. Et du coup, je peux comprendre ou je peux spéculer sur le fait que les institutions militaires et policières aient voulu avoir des augmentations pour leur personnel, comme vous l'avez bien introduit dans votre présentation. Le ministère de la Défense, c'est quand même 3 secteurs importants dans la défense, la logistique et aussi du niveau administratif, c'est les supports. Et du coup, ces différences-là sont dues certainement aussi au fait que l'Algérie a envie de renouveler son arsenal qui est plutôt vieillissant. Une autre donne, c'est peut-être dû à l'escalade au niveau international, que ce soit l'Ukraine ou bien ce qui se passe au niveau du Sahel ou bien dans les pays limitrophes tels que la Libye et autres. Donc il y a toutes ces explications ou toutes ces raisons qui peuvent être évoquées par la partie algérienne pour justifier leurs dépenses. Merci Hamid Leloud. Aussi une autre question comme ça avec ces éléments qu'on va évoquer ce soir avec nos autres invités. Alors j'espère qu'ils vont venir nous rejoindre, hein, sinon on passera ce moment ensemble. Quelle comparaison tout de même on peut faire? On voit le cri, parfois le désespoir, le désarroi aussi de cette vie en Algérie qui existe, hein, en termes de difficultés, de santé. Certains prennent malheureusement, tentent de prendre le large et puis pour certains à y risquer leur vie pour ceux qui passent la Méditerranée, et certains malheureusement ils laissent leur vie parce qu'ils ne peuvent pas vivre dignement. On a tout de même cet argent, ces budgets dans les caisses de l'État. Est-ce qu'il y a tout de même un équilibre selon vous, avec l'analyse que vous êtes aussi? Est-ce que selon vous il y a tout de même un équilibre? Est-ce que cet argent, parce qu'on pourrait comprendre qu'effectivement que un peu plus d'argent pour la défense, un peu plus d'argent pour la présidence, c'est bien, mais est-ce qu'en parallèle avec le quotidien des Algériens, est-ce qu'on peut parler d'équilibre tout de même, ou est-ce que c'est totalement déséquilibré et cet argent, malheureusement, elle ne va pas dans ce sens-là? Eh bien, réponse courte et directe, non, il n'y a pas d'équilibre. C'est évident, il n'y a pas d'équilibre, parce que quand vous voyez que le budget de la défense, qui représente à peu près
16% du budget total par rapport aux autres budgets. C'est-à-dire, vous prenez le budget total, vous prenez que la défense, elle représente 16%. Le ministère de l'Intérieur, j'ai les chiffres sous les yeux. Les chiffres de l'Intérieur, je pense qu'il prend des chiffres quand même qui sont de 11%. L'éducation, elle prend que 6% du chiffre total. Hein. Je parle pas de PIB, je parle du chiffre du chiffre total des dépenses de l'État. Donc déjà, il y a un déséquilibre. Si vous prenez le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, à eux deux, ils représentent 20% du chiffre total du budget de l'État. Ça, c'est un. De deux, eh ben, il y a une corrélation, malheureusement, pour le peuple algérien, c'est que plus il y a la grief sociale, plus il y a les dépenses vers les services de sécurité, y compris l'armée et la police. Juste à titre d'information, en 2012, il y a eu quand même, ça a bougé au niveau de la police, on a eu des manifestations, etc. Donc il y a eu des augmentations des salaires de la police et aussi des avantages sociaux, c'est-à-dire le logement, le crédit au logement, le crédit à la voiture, le crédit à l'immobilier, au mobilier, etc. Eh ben, les militaires n'étaient pas contents et il y a eu des bruits comme quoi les militaires aussi avaient demandé une augmentation. Donc, l'année 2012, par exemple, a été une année charnière dans les dépenses excessives de l'État, vu la montée des demandes sociales. Plus il y a de demandes sociales, plus le peuple n'est pas content, et bien plus il y a de dépenses pour les services de sécurité, malheureusement. Maintenant, vous avez cité aussi l'augmentation des dépenses de l'État au niveau de Al-Mouradia. À titre de comparaison, la France, par exemple, les Champs-Élysées, c'est 114 millions de dollars, d'euros, alors que la présidence Al-Mouradia, c'est 630 millions de dollars. Donc c'est énorme. C'est énorme, et sachant que la population française est beaucoup plus importante, et aussi parce que la France aussi, c'est une force nucléaire, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Alors, est-ce qu'il y a équilibre ? Absolument pas. Il n'y a pas d'équilibre, malheureusement. Encore une fois, entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, c'est à peu près 25% du budget total de l'État. Et est-ce que c'est justifié, c'est justifiable ? Absolument pas. Dans ce qu'ils ont donné comme 630 millions de dollars, si l'information est exacte, ils ont aussi inclus un budget pour la coopération internationale qui, lui, devait être ou devait faire partie du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, je pense que s'ils l'ont inclus dans la présidence, parce que ils veulent donner beaucoup plus de légitimité à ce président désigné. À ce jour, on ne l'a pas vu trop voyager à l'étranger, mais je pense que c'est aussi ça, c'est un petit peu de gagner en aura au niveau international. Et une des dépenses aussi, certainement, c'est le sommet arabe qui va se passer dans quelques semaines à Alger. Ça aussi, ça demande beaucoup de dépenses et certainement, elle va faire partie des dépenses de la présidence de la République. Merci Hamid Delou d'être avec nous. Je vous reprends dans un instant. Vient nous rejoindre donc Azouaou Hachemolour. Bonsoir cher Azouaou. Merci d'être là. Les embouteillages parisiens, c'est toujours un peu difficile. Bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir aux téléspectateurs de Al-Marabia et bonsoir à vos invités. On a un budget d'abord de l'État aujourd'hui qui est quasiment quadruplé selon les révélations notamment d'Algérie Part et puis de Maghreb émergent, puisque c'est la première fois dans l'histoire, si c'est le cas en tout cas, elle n'est pas encore votée. Et puis la question qu'on se posera aussi, est-ce que l'Assemblée nationale pourra dire son mot, parce que on voit aussi une Assemblée nationale en Algérie populaire qui a été tout de même élue, qui est là maintenant depuis le 27 novembre dernier. Est-ce que réellement elle aura son mot à dire pour voter ce projet de loi des finances? Donc juste pour rappeler, puis avoir votre avis aussi d'un point de vue général. Aujourd'hui, donc, c'est la première fois que l'Algérie passe sur un budget inédit, record de 88 milliards de dinars. C'était 20 milliards en 2022, ce qui est l'équivalent de 630 millions de dollars. Et puis ce budget aussi de la défense, puisque de 9 milliards en 2022, il passerait à 22 milliards
en 2023. D'abord, d'un point de vue général, ça vous évoque quoi de voir ces augmentations qui sont apparemment anticipées, qui sont en débat? Bon, ça m'évoque une chose qui est importante à mes yeux, c'est la déliquescence de l'État algérien, du pouvoir algérien. Il y a une citation, bon, j'ai oublié le sens d'Ibn Khaldoun, qui disait que quand l'État accentue ses dépenses sécuritaires, c'est un État qui a tendance à disparaître. Et malheureusement, ce qu'on voit actuellement par rapport au pouvoir algérien, c'est qu'il accentue les dépenses militaires. Et malheureusement, il va dans le sens de la disparition de l'État algérien. Bon, je le souhaite pas, bien évidemment, mais quand on a recours aux dépenses sécuritaires pour assurer le maintien et la sécurité d'un pays, ce n'est pas suffisant en termes stratégiques. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que la sécurité qui garantit c'est-à-dire la viabilité d'un État, si j'ose dire. Ce qui garantit la viabilité d'un État, c'est-à-dire d'abord c'est l'adhésion de ses citoyens, c'est-à-dire à ce projet que porte cet État, en l'occurrence le projet de vivre ensemble, un contrat social ou un contrat démocratique, si on peut l'appeler comme ça. Mais malheureusement, le pouvoir algérien, c'est un pouvoir militaire et qui a une doctrine militaire. Il ne pense que sécuritairement, c'est-à-dire que pour lui, assurer le maintien sécuritaire ou assurer la stabilité sécuritaire d'un pays se résume aux dépenses militaires. Alors mais elles peuvent être importantes, ces dépenses militaires. Alors est-ce que, c'est la question que je vous pose aussi, est-ce que c'est justifié qu'il y aura une augmentation de 3 fois par rapport à 2022 et dans quel objectif? C'est aussi une question que je vous pose, mais pour un pays, ça peut être important, peut-être aussi notamment dans cette période un peu géostratégique. Et puis qu'est-ce qui est, deuxième question, vous pourrez agir là-dessus, comment vous voyez aussi, c'est la question que je posais à Hamid Lelou, c'est que les questions qui se posent aujourd'hui, c'est qu'on a un budget de l'État, fonctionnement de l'État, on a un budget effectivement de la défense militaire qui augmente, et puis on a d'un côté aussi des budgets qui stagnent un peu, avec de petites hausses annoncées parfois, notamment l'éducation et la santé. Quel équilibre vous voyez entre ces budgets avec ceux de la santé et de l'éducation par exemple? Non, il y a jamais eu d'équilibre. Il y a jamais eu d'équilibre qui est rationnel, c'est-à-dire que on octroie ou on alloue des budgets à des secteurs qui sont névralgiques tels que la santé, tels que l'éducation. Il y a jamais eu d'équilibre dans la doctrine du pouvoir algérien, mais il faut revenir à l'origine, c'est que le pouvoir algérien, sa doctrine est une doctrine sécuritaire, c'est-à-dire que il gère pas le pays d'une manière stratégique. Donc si on revient à votre première question, est-ce que c'est justifié? Moi je le vois en tant qu'opposant politique, je le vois pas du tout justifié de tripler ou de quadrupler les dépenses de l'État ou les dépenses relatives à la défense. Je le vois pas du tout justifié, d'autant plus que on a vécu des crises plus graves pendant les années 90, on a vécu des crises plus graves, c'est-à-dire à l'aube du printemps arabe avec la crise libyenne et la crise malienne, on n'a pas vu notre budget se multiplier de cette manière mais phénoménale. Dans cette période un peu géostratégique où on a vu tout de même, et on voit encore aujourd'hui l'Algérie se voir un peu représentée un peu partout, parfois aussi voilà, on a les ambassades qui réagissent, on a plusieurs pays qui s'y rendent parce que il y a des intérêts, il n'y a pas que la France, bien évidemment. Est-ce que justement de montrer un peu à l'international, de dire voilà, nous, on a aussi de l'argent, notre budget en termes de défense, il est important, ce qui fait que l'Algérie, à ce niveau-là, en termes de diplomatie, peut gagner de la crédibilité, peut gagner de la confiance à l'international, notamment sur le secteur du Sahel, les relations aussi avec la Russie, par exemple, entre autres. Je pourrais le voir d'une autre manière, ça pourrait attirer des appétences de ces puissances étrangères qui voudraient faire des marchés, avoir des marchés, notamment les marchés sécuritaires. Mais chose dite, c'est que le pouvoir algérien
c'est qu'ils ne pensent pas d'une manière stratégique, c'est qu'ils pensent que sécuritairement, comme je vous l'ai dit. Maintenant, est-ce que c'est justifié, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'étranger ou vis-à-vis de la situation régionale, je le vois pas, c'est-à-dire l'alibi que pourrait avancer le pouvoir, alors qu'on a vécu des crises qui étaient plus graves il y a quelques années. À part cette volonté ou cette doctrine militaire qui pousse justement à penser toute crise d'une manière sécuritaire, et c'est ce qu'il a fait même pendant la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que, et même ça a été évoqué même par certains cardinaux du pouvoir, qui pensaient que la lutte antiterroriste c'était une lutte purement sécuritaire, alors que la lutte antiterroriste était vraiment multidimensionnelle, c'est-à-dire que il n'y avait pas que le volet militaire ou le volet sécuritaire, il y avait le volet éducation, il y avait le volet sociétal, il y avait le volet économique, comme je vous le disais, ça pourrait, je parle au conditionnel, ça pourrait être justifié par les circonstances actuelles, comme vous le dites, mais voilà, peut-être que ça pourrait être par le rajeunissement de l'encadrement, peut-être ça pourrait être par c'est-à-dire le changement du matériel qui est vieillissant, donc d'acquérir les conditions aussi des militaires, parce qu'on rappelle bien évidemment que les militaires en Algérie qu'on salue aussi, puisque parfois ils vivent, en tout cas c'est des retours que nous avons, parfois ils vivent dans des conditions difficiles, notamment dans le cadre de leur fonction. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Je reviens à vous tous les deux. Abdou Samar qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Abdou Samar, vous êtes journaliste, directeur, fondateur d'Algérie Part. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation et mes salutations à toutes les téléspectatrices d'Al-Mara et les téléspectateurs d'Al-Mara. Merci d'être avec nous. Peut-être quand même une minute, je vous fais réagir sur cette condamnation. Tout de même que vous avez reçu, notamment pour des révélations sur le fonctionnement de la Sonatrach, une réaction quand vous avez reçu cette condamnation? L'indignation, le choc, l'étonnement, les mots manquent, il n'y a pas d'adjectif qualificatif pour décrire ce qu'on ressent quand on apprend qu'on est condamné à mort. Bien sûr, la peine de mort, il y a un moratoire, elle est officiellement gelée en Algérie depuis 93, mais elle est transformée automatiquement en perpétuité. Mais quand on voit que des Madani Melzer, des Aïada, circulent dans les rues du pays en toute liberté, avec tous les privilèges, et qu'un journaliste est lui-même condamné à mort pour des articles de presse sur la corruption ou au niveau de la Compagnie nationale des hydrocarbures, c'est quand même grave. Quand on voit que même Sellal ou Ahmedou Yahya réunis ou Saïd Bouzlera n'ont pas eu des condamnations si dures que moi, c'est quand même incroyable. Simplement incroyable. Moi, tout ce que je veux dire, je dis que ça, c'est le signe d'une prise de conscience, que le régime a peur de nos révélations, parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire en ce moment avec la Sonatrach, c'est pire qu'à l'époque de Chakib Khalil. Moi, je le dis que mes compatriotes, je les prends à témoin, et que chacun assume sa responsabilité. C'est le nerf de l'Ossarédium, ce qui est en train de se passer en ce moment est pire que l'époque de Chakib Khalil. C'est vraiment pire du vol, de la rapine, surtout de la mise en danger des réserves nationales des hydrocarbures, des gisements qui sont saccagés, qui sont mal entretenus, qui sont sacrifiés pour le besoin, pour honorer quelques contrats supplémentaires avec des partenaires européens au détriment de la sécurité énergétique des générations futures dans notre pays. Comment, selon vous, et c'est lié, parce on parle de défense aujourd'hui, de sécurité, l'Algérie a tout de même un système de sécurité important à tous les niveaux. Elle est même amenée à former d'autres États en termes de fonctionnaires de police, de sécurité. Comment se fait-il que les journalistes, un journaliste comme vous, ou des militants, et vous avez tous les uns et les autres le droit de vous exprimer, le droit de travailler, aussi de faire ce qu'il vous semble important de faire pour l'Algérie. Comment se fait-il que Abdou Samar aujourd'hui il fait peur, Abdou Samar, à son niveau en région parisienne, en publiant ces articles qui normalement ne devraient pas effondrer toute une nation comme l'Algérie? Est-ce que le pouvoir algérien est vraiment si fragilisé que ça pour qu'on puisse être amené à condamner notamment des journalistes ou des militants comme vous, journalistes et militants comme d'autres?
Sans aucun doute qu'il est fragile, Chaban. Il est très fragile. C'est pour ça qu'il réagit de manière aussi épidermique, aussi nerveuse, aussi folle. Aussi de manière, ces dérives relèvent de la psychiatrie, relèvent de quelqu'un qui est angoissé. C'est un système qui est profondément angoissé parce qu'il a peur de faire face à une nouvelle révolte populaire qui pourrait le déstabiliser. N'oublions pas qu'il y a une conjoncture internationale qui lui est totalement hostile au régime algérien. C'est même le rapprochement avec la France, il reste très superficiel et il cache d'autres pressions. Et les États-Unis d'Amérique qui exercent des pressions terribles sur le régime algérien qui voit le grand frère russe patiner dans le conflit ukrainien, qui voit très bien que ce grand frère russe sur lequel il espérait avoir de l'aide et un soutien militaire au cas où le pays serait frappé par une instabilité majeure, et ben voilà, le régime algérien se pose des questions existentielles. Il cherche la place. Dans quel monde est-ce qu'il pourra survivre lui-même dans le nouveau monde qui est en train de voir le jour sous nos yeux? Bien sûr qu'ils ont peur. Et n'oublions pas que on parle de services de sécurité, il faut dire la vérité. Les gens dans les services de sécurité sont victimes de cette conjoncture. Vous imaginez bien, c'est pas les policiers ou les gendarmes ou les services secrets qui sont à l'origine de cette condamnation. C'est un système judiciaire qui est instrumentalisé politiquement. Il y a des conseillers au niveau de la présidence qui dictent aux juges et qui dictent au ministère de la Justice les verdicts qui doivent être rendus publics, qui utilisent la justice pour des règlements de compte, pour accabler les opposants, pour terrifier les journalistes et la presse. Et leur objectif, c'est qu'ils disent zéro liberté d'expression. Parce que moins l'opinion publique, moins les Algériens et les Algériens savent sur les dessous des scandales des pratiques scandaleuses qui portent préjudice à leur État, moins il y a de risque d'avoir une révolte populaire, d'avoir une prise de conscience, d'avoir une vague de contestation. Ce qu'ils veulent, c'est zéro liberté d'expression. Un pays, un autoritarisme absolu, pas la moindre critique. Ils sont aveuglés par leur peur et par leur certitude. Ils pensent qu'il y a qu'eux qui peuvent sauver le pays. En fait, ils sont en train de le ruiner. Et la vérité dérange. Bien sûr, la vérité dérange. Parce que, qu'est-ce qui dérange un dirigeant? C'est pas de l'insulter ou le commentaire, c'est pas une caricature qu'on font certains Facebook, etc. Ce qui dérange, c'est quand on donne une information vraie. Quand on dit qu'il y a de la corruption sur tel contrat, qu'il y a tel montant d'idées qui a été détourné, qu'il y a tel marché qui est douteux, qui est illégal, qu'il y a telle compagnie, etc. Parce qu'ils traitent avec des sociétés étrangères et les sociétés étrangères ne peuvent pas se permettre d'être affichées comme ça dans la presse. Ça leur cause beaucoup de préjudice sur la scène mondiale et ça empêche des transferts illicites de devises. Donc voilà, ça les dérange. Une enquête bien détaillée sur un contrat pétrolier et sur les dessous immoraux, illégaux d'un contrat pétrolier ou gazier, ça vaut 1 milliard de critiques et de caricatures qu'on peut faire sur Tebboune et son entourage. Merci Abdou Semal pour cette réaction. On revient bien sûr avec vous sur ce petit entretien. Après, je vais devoir vous libérer parce que vous êtes pris et puis on va continuer l'émission avec nos deux autres invités. Le titre de votre article sur Algéripart, Tebboune fait pire que Bouteflika et s'arroge un budget colossal de 630 millions de dollars pour 2023. Donc un budget notamment quasiment quadruplé et puis ce budget de la défense aussi qui passe de 9 à 22 milliards. D'abord le travail que vous avez fait sur cet article d'un point de vue général, pourquoi cette augmentation qui va être débattue à l'Assemblée nationale? Quel est l'objectif de cette augmentation qui est un record et qui est inédit parce que comme vous le disiez dans votre article, c'est une grande première pour la présidence algérienne. Franchement, Chaban, il n'y a aucune réponse rationnelle. Celui qui vous dira qu'il y a une réponse rationnelle à cette question est un menteur. Rien, je dis bien rien, absolument rien ne peut justifier un tel budget. Rien, Tebboune fait pire que Boumediene, et même Boumediene, ni Bouteflika, ni Boumediene, ni Chadli, aucun président n'a fait ce que Tebboune est en train de faire. C'est-à-dire dépenser autant d'argent en une seule année, 630 millions de dollars. Il suffit juste de faire une comparaison. L'Élysée 2023, la présidence française, 114 millions d'euros. La présidence algérienne, plus de 600 millions de dollars. Voilà, c'est-à-dire la présidence algérienne va dépenser 6 fois plus d'argent que la présidence française, membre permanent du Conseil de sécurité.
Il faut être fou. Mais depuis qu'il est, il y a aucune. Depuis qu'il est là, le président Abdelmadjid Tebboune parle aussi de main tendue. Il a ses 54 engagements. Il a pour projet, en tout cas, il a envie de faire développer ce pays. Est-ce que ça, c'est pas là peut-être un brin d'espoir aussi pour le peuple algérien en disant l'année 2023, voilà, on mettra les moyens, les Algériens et les Algériennes vont vivre beaucoup mieux, l'arrivée des startups, la santé sera au rendez-vous, l'éducation, est-ce que c'est pas ça aussi? Il n'y a pas un message pour le peuple algérien, ou est-ce que, selon vous, c'est le même modèle, le même fonctionnement économique que notamment sous l'ère de Bouteflika? Je le dis parce que c'est encore aujourd'hui très critiqué, puisque il y a eu quand même beaucoup d'argent utilisé pour très peu de choses en Algérie. Il y a des bonnes choses en Algérie, bien évidemment. Hein. C'est pas totalement noir, loin de là, mais la santé, l'éducation, la culture, le cinéma, il y a les universités, il y a un manque colossal tout de même. L'emploi. Chaban, en fait, il faut apporter une nuance. Ça, on parle de l'argent du palais présidentiel d'El Mouradia. On ne parle pas du budget de l'État et du gouvernement. Ça, c'est le budget qui va être dédié spécialement au chef de l'État, à la personne du chef de l'État. Au niveau de la présidence, avec son cabinet, on a expliqué dans l'article à quoi va servir cet argent. La plus grosse part de cet argent va servir à la coopération internationale. Or, l'Algérie, elle a un ministère algérien des Affaires étrangères qui est chargé de la coopération internationale. On n'a pas besoin de donner autant d'argent au président puisqu'il a un ministre des Affaires étrangères. Bouteflika n'a jamais dépensé autant d'argent. Le budget de la présidence algérienne à l'époque de Bouteflika, il oscillait autour de 80 millions de dollars. Depuis que Tebboune est arrivé au pouvoir, on a dépassé la barre symbolique de 100 millions de dollars par an. Et aujourd'hui, en 2023, on sera à plus de 600 millions de dollars. C'est pas de l'argent qui est destiné à des projets, à des start-up. Non, c'est l'argent du fonctionnement de la présidence de la République uniquement. C'est-à-dire les activités de la présidence, les activités protocolaires, le fonctionnement de la présidence, le paiement des salaires des fonctionnaires de la présidence et le train de vie du président et de son entourage. C'est ça. En fait, Tebboune se prend pour Erdogan ou Poutine ou pour le leader de Xi Jinping. Il se prend pour l'un des plus grands leaders du monde. Sauf que l'Algérie est un pays pauvre. On ne fait pas partie des 20 pays les plus riches du monde. On a un PIB de même pas 165 milliards de dollars. Cette année, on fera un PIB de 175 milliards de dollars. On n'est pas un pays riche pour que le président prenne 630 millions de dollars. C'est ça ce que les Algériens doivent comprendre. Cet argent n'est pas justifié. Bouteflika n'a jamais dépensé en une année 600 millions de dollars. C'est complètement faux. Ni Boubuldine, ni Chadli, personne ne me l'a fait. Donc cet argent n'a pas de sens. L'utilisation de cet argent n'a aucun sens. Quand on dit coopération internationale, la coopération internationale relève de la diplomatie. L'Algérie a le ministère des Affaires étrangères. Donc on aura un budget pour le ministère des Affaires étrangères, on aura un budget pour le ministère des Affaires étrangères et un autre budget pour M. Tebboune et ses activités à l'international. Il faudrait qu'on nous explique à quoi va servir cet argent. Je pose ma question un peu plus. Peut-être avant de vous libérer, deux derniers mots. Je pousse un peu plus ma question, mais justement l'équilibre qu'il y a entre ces sommes-là. Alors c'est vrai que du temps de Bouteflika, pour le palais présidentiel et certains ministères, cette somme n'a jamais été utilisée. Ça c'est clair. Mais est-ce que si on compare aux autres budgets et à cet argent qu'utilise maintenant, puisque je sais que vous travaillez énormément sur ce secteur depuis l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune, est-ce que tout de même il y a une amélioration dans la vie des Algériens par rapport aux sommes engagées aussi bien à la présidence, parce qu'il faut un fonctionnement de la présidence, même s'il est totalement exorbitant et disproportionné, et puis il y a aussi les budgets des autres ministères. Est-ce que, selon vous, dans le quotidien des Algériens, cet argent, comme je le disais tout à l'heure, le peuple algérien en voit-il les couleurs dans son quotidien ? Le peuple algérien ne voit ni la couleur, ne sent ni le parfum de cet argent. Les conditions de vie des Algériennes et des Algériens ne se sont jamais détériorées comme à l'époque d'Abdelmadjid Tebboune. Le pays a reculé, le PIB par habitant a reculé, le niveau de vie en Algérie a reculé, l'inflation a battu tous les records, le niveau de la valeur du dinar elle a reculé, les pénuries des produits alimentaires, la crise du cash que nous avons, la crise de liquidité que nous avons vécue en 2020 et en 2021, le chômage, un taux historique, nous avons pratiquement plus de 5 millions de chômeurs.
L'inflation dans la vie n'a jamais été aussi chère qu'à l'époque de Abdelmajid Tebboune. Elle est incomparable, l'Algérie de Bouteflika avec l'Algérie de Tebboune. L'Algérie de Bouteflika est un paradis par rapport à l'Algérie de Tebboune. Faut être sincère, il faut dire la vérité. Les indicateurs sociaux, économiques et financiers sont au rouge depuis 2019. Depuis la crise politique de 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie ne cesse de reculer. Tous les projets qui sont actuellement en cours, ce sont des projets de l'époque de Bouteflika. Il n'y a pas un seul nouveau projet. Tous les projets, des grands projets sur lesquels travaille l'Algérie aujourd'hui, ce sont des projets qui ont été édifiés, élaborés à l'époque de Bouteflika. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Le mandat de Tebboune, pour le moment, sera une page blanche dans l'histoire de l'Algérie. À moins que, dans les 2 années qu'il lui manque, il va se réveiller, il y aura un sursaut pour essayer de redresser le pays. Mais jusqu'à maintenant, il sera une page blanche. Un dernier mot, Abdou Samar, sur ce budget de la défense qui devrait qui est annoncé apparemment d'être triplé, qui passerait de 9 à 22. Selon vous, quelles sont les raisons? Alors on a Akram Khalief, qui est notamment journaliste spécialisé des affaires militaires, qui parle notamment de l'obsolescence du matériel militaire qui doit être renouvelé, aussi de l'octroi de transferts sociaux qui devrait augmenter pour les militaires, entre autres. Est-ce que ce sont ces raisons-là? Est-ce que c'est aujourd'hui, en 2022, il faut que le pouvoir algérien dise au monde entier, voilà, il y a une crédibilité, on a des moyens, soyez rassurés dans cette crise géostratégique. C'est une réelle raison ou de tripler le budget de la défense, pour vous, ça n'a aucun sens? Vous savez, Akram Khalief, je l'aime bien, mais le bonhomme, depuis 10 ans, il nous chante la même chanson. Matériel à renouveler, matériel à moderniser, obsolescence, ça fait 10 ans qu'il nous chante la même chanson. Tous les porte-paroles de l'institution militaire algérienne, ou les proches les relais médiatiques de cette institution militaire, ils ont un discours qui n'a aucun sens. Ça fait 10 ans que nous dépensons plus de 10 milliards de dollars par an. Le budget de l'armée algérienne, il est passé de 4 à 6 milliards de dollars au début des années 2000, jusqu'à plus de 9-10 milliards de dollars depuis pratiquement 2016-2017. On a dépensé 10 milliards chaque année. Et on continue de renouveler, de moderniser les armes. Donc qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qui a été dépensé de cela plus de 20 ans? Il est parti où? C'est pas, bien sûr que non, c'est un argument qui est fallacieux. En fait, l'Algérie s'est rendu compte que l'armement russe qu'elle avait acheté durant ces 20 dernières années, durant longtemps, ne servait à rien, que l'armée russe est en train de perdre la guerre en Ukraine, que l'armement russe a démontré son inefficacité, et l'Algérie a pris peur. Elle a énormément peur, et elle sait très bien que si demain, par malheur, elle entre en guerre face à une armée équipée par des armes occidentales, elle risque de perdre cette guerre aussi facilement et en quelques jours. Donc ils ont doublé les budgets, ils n'ont pas doublé les budgets, ils ont plus que pratiquement triplé les budgets. C'est une augmentation de 130% par rapport à l'année 2022. Juste pour diversifier les sources. Alors ils veulent acheter à 5-6 milliards de dollars encore chez les Russes, mais ils veulent acheter chez les Chinois, chez les Français, chez les Européens, chez les Occidentaux, pour gagner leur confiance, pour un petit peu les calmer. Parce que l'Algérie est dans le viseur de l'Occident. Cet alignement systématique qui avait commencé en 2021 sur la Russie de Vladimir Poutine est en train de se retourner contre le régime algérien. Vous ne mesurez pas l'importance de la panique qui est en ce moment au sein du Syrie algérien en raison des évolutions négatives pour l'allié russe dans le conflit ukrainien. Ça mériterait toute une émission un jour. Merci, cher Abdou Samar, d'avoir été avec nous. Donc, journaliste, directeur d'Algérie de Part, que vous pouvez retrouver, bien évidemment, sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Azwa Chemlouk, je reviens à vous, puisque vous êtes arrivé un petit peu en retard et sur votre temps de parole. Quand vous entendez cette analyse tout de même de notre invité qui vient d'évoquer selon ses recherches, est-ce que pour les prochaines années, comment vous voyez cette évolution? Parce que là on parle de sommes colossales tout de même. Il n'y a pas d'annonces qui ont été faites sur des budgets des secteurs d'activité qui sont tout de même importants. Vous qui êtes aussi militant et vous militez pour une Algérie nouvelle. Pas celle du président, je crois, une autre. Certainement. Comment vous voyez justement cet avenir et comment vous voyez cette gestion? Est-ce qu'on parle encore ici, parce que c'est un mot qui revient, d'incapacité, de manque de moyens, de manque de modèle économique peut-être aussi? C'est un peu de tout ça.
Avant de répondre à votre question, donc, je tiens à apporter ma solidarité à Abdou Smar suite à sa condamnation. Je tiens aussi à apporter ma solidarité à tous les détenus politiques, malheureusement, qui croupissent dans les geôles de ce pouvoir militaire. Je tiens aussi à féliciter tous les détenus qui ont été libérés hier. Libérés dans des conditions particulières. Hein. Il y a eu des va-et-vient, des arrestations. Absolument. On y reviendra sur la chaîne, bien évidemment. En fait, c'est pas une forme, c'était pas un acquittement. Enfin, je le considère pas un acquittement, mais c'est une mise fin à une injustice. Mais pour répondre à votre question, c'est que ça démontre la doctrine qui gouverne, que adopte le pouvoir algérien, c'est-à-dire la doctrine militaire, c'est-à-dire la doctrine sécuritaire, la gestion sécuritaire de tous les conflits. Et je partage l'analyse d'Abdo qui disait tout à l'heure que la crise ukrainienne peut-être a accentué, c'est-à-dire cette peur qu'a le pouvoir algérien vis-à-vis de son armement, de ses équipements qui sont majoritairement et essentiellement russes, des équipements russes. Donc et la guerre en Ukraine, selon les informations qu'on a, c'est donc l'armée russe patine, a du mal justement dans cette guerre et peut-être que les informations et les renseignements que le pouvoir algérien a eu par rapport à cette guerre, donc les armes russes, ils ne sont pas si fiables qu'on prétendait l'être. Et pour répondre globalement à votre question par rapport à la gestion sécuritaire, et juste pour, je rappelle, je l'ai lu dans la presse, donc il y a certains éléments qui ont été évoqués, c'était l'obsolescence du matériel, et puis le plus dangereux, je considère d'une manière politique, si je l'approche politiquement, c'est que j'ai pas réussi à avoir c'est-à-dire à avoir le décret, mais apparemment il y a un décret qui est stipulé comme quoi le budget de l'armée et le budget relatif aux affaires étrangères ne serait pas, je parle au conditionnel, ne serait pas discuté au Parlement, c'est-à-dire que le Parlement va le dénuder de certains prérogatives. C'est la prochaine question. Est-ce que selon vous d'ailleurs, parce que c'est quand même, le Parlement en parle, c'est en discussion aussi au Conseil des ministres depuis septembre, est-ce que réellement le Parlement algérien aura son mot à dire, aura à voter ce projet de loi des finances? Alors c'est ce que je vous disais, c'est que là j'ai lu selon la presse qu'il y aurait un décret c'est-à-dire qui a dépourvu le Parlement de ses prérogatives de discuter, de débattre sur le projet de la défense et le projet relatif aux affaires étrangères. Mais franchement, personnellement, il n'était pas évoqué les finances particulièrement, mais vous pensez que ça pourrait être intégré? Alors, j'ai pas réussi à voir le décret parce que j'ai cherché, mais peut-être que le temps de recherche m'a pas permis de le voir, mais ça va dans le sens où secret défense, c'est ce qu'avait annoncé le président Abdelmajid Tebboune. Le secret défense, ça veut dire que là, secret défense, c'est un fourre-tout, en fait. C'est-à-dire qu'on peut tout mettre dans le secret défense et on ne peut pas permettre aux députés, aux représentants de la nation, selon eux, bien sûr, pour nous, ils ne sont pas légitimes, de discuter tout ce qui est affaires étrangères et tout ce qui est militaire. Et c'est ce que je trouve plus dangereux pour moi, parce qu'en fait, on va dans une forme de militarisation des institutions, dans une forme de totalitarisation et dans une forme d'autoritarisation des institutions, ce qui donne une marge de manœuvre assez importante pour le pouvoir militaire de jouer sur beaucoup de volets, que ce soit international ou national, et y compris la présidence de la République. On a vu au temps de Bouteflika s'allouer, s'octroyer des fonds, ce qu'ils appelaient les fonds spéciaux, c'est-à-dire des fonds qui ont été alloués de beaucoup d'argent pour permettre, ça veut dire au service de l'État et au fonctionnement de l'État et aux opérations spéciales d'une manière générale. Je reviens à vous pour conclure l'émission. Hamid Lelou, je reviens à vous maintenant. Merci d'être parmi nous ce soir. Ce qui est important aussi, c'est peut-être la transparence, puisque je sais que dans certains pays, il y a un commissaire aux comptes, il y a toute une commission qui travaille, et puis on peut
peut dire aux Français ou peu importe le pays en tout cas, voilà à quoi ont servi les dépenses. Comment réagissent aussi beaucoup les Algériens, les Algériennes? C'est ok, ces sommes d'argent, elles sont importantes, mais dans quel objectif? Mais surtout, qu'est-ce que réellement vous avez produit? Ils sont encore sur le secteur financier, par exemple, sur leur budget, puisque le budget leur appartient tout de même. Ils sont toujours en suspens d'information. Justement, en parlant de transparence, j'irai même plus loin. Et je ne vous cache pas mes suspicions et le fait que je suis pas tranquille de faire des analyses sur des chiffres qui ont été avancés, mais on connaît pas vraiment la provenance. J'aurais aimé que Abdou Sammar reste pendant l'émission parce que il cite pas ses sources. Les sources, on m'a dit. Ça, c'est très très dangereux. Il a dit pour la présidence française 114 millions d'euros, c'est ce que j'ai avancé. Pourquoi? Parce qu'on le trouve sur le site. Il y a le site officiel qui donne les chiffres. C'est valable justement la transparence au niveau alors, des si pays on enlève, alors je comprends votre interrogation et c'est même nous d'ailleurs entre journalistes, on a toujours envie de demander aux confrères d'où ils ont leurs informations, mais on se respecte les uns aux autres parce que parfois les sources, on essaye aussi un peu, surtout sur certains dossiers. Mais est-ce que selon vous, est-ce que vous pensez que ces chiffres-là sont crédibles? Est-ce que vous pensez que demain, c'était ma question de base, est-ce que demain, les Algériens et les Algériennes pourront connaître l'utilisation de ces budgets? Il n'y a pas de raison que ça change. C'est comme ça depuis 60 ans. D'ailleurs, je ne comprends pas les éloges de Bouteflika. C'était mieux. Moi, quand les gens commencent à me dire à l'époque de Bouteflika, c'est mieux que maintenant, c'est pareil. C'est du pareil au même. C'est la même chose. C'est le 5e, le 6e mandat de Bouteflika même. Le prochain que ce sera, c'est pareil. Le Bouteflika est mort, mais il est encore là. Moi, mon souci pour faire des analyses, c'est de me dire au moins s'il y a un papier officiel qui circule et qui donne ce budget, parce que c'est quand même astronomique, 600 millions d'euros, de dollars, alors que l'État français, l'Élysée, on parle que de l'Élysée, donc on parle de Al-Mouradia, et je suis d'accord avec lui, il a bien fait de préciser, ça c'est le budget alloué à Al-Mouradia, c'est-à-dire les voitures, l'électricité, le salaire, l'avion, etc., les hôtels, c'est juste pour Al-Mouradia, c'est 630 millions de dollars, c'est astronomique. Alors que la France, Macron, qui aime bien voyager, qui aime bien se positionner comme le donneur de leçons, il voyage partout et son budget est de 114 millions d'euros. Donc il faut... Moi, je suis très très sceptique et j'espère qu'un jour on aura cette information en réel. On y reviendra en tout cas. Est-ce que les Algériens auront droit à cette transparence? Non, ça dure depuis longtemps, ça va continuer. Et les chiffres que j'ai, par exemple, moi sur les chiffres officiels de radio algérienne, qui pour l'année dernière, elle avait annoncé 15 milliards 201 millions 224 000 dinars pour la présidence, et elle a lancé pour la défense 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de dinars. Vous voyez la différence. Et pour l'éducation, j'ai les chiffres. L'éducation, c'est 825 milliards de dinars. L'enseignement supérieur, c'est 400. La formation, c'est 60. Donc, c'est les chiffres sur lesquels je peux baser, même si ils sont à discuter, mais au moins, c'est des chiffres officiels sur lesquels on peut c'est vrai que ce soir on voulait merci la source officielle. Merci Hamid Ellous. C'est vrai que ce soir on voulait aussi revenir un peu sur le fonctionnement et la philosophie aussi du budget, des différents budgets aussi. Est-ce que aussi le peuple, cet équilibre qu'il y a entre le quotidien des Algériens qui est aussi de plus en plus difficile, est-ce qu'il y avait un équilibre dans tout ça? Le mot de la fin, Azouab Chamlouk, sur ce sujet, sur le militant aussi, le militant que vous êtes. Le mot de la fin, je préfère, je vais être un peu réaliste, c'est que je sais que ce pouvoir, malheureusement, il mène ce pays vers la dérive et il ne cesse de ne le prouver chaque jour que Dieu fait. Mais il y a un message d'espoir, celui
que le pouvoir, malgré il fait tout pour que le peuple reste chez lui, il fait en parallèle, il fait tout pour que le peuple sorte un jour, il se soulève. Mon espoir que le peuple se soulèvera dans le pacifisme et dans la responsabilité, tout en étant doté d'esprit des responsabilités. Je tiens juste à rappeler à notre diaspora établie en France et à l'étranger que la diaspora, les collectifs militants de la diaspora, que ce soit citoyens ou organisations, préparent la marche du 1er novembre 2022. Alors elle aura lieu le 1er ou le 30, le dimanche ou le 1er, c'est un mardi, je crois. En commémoration du 1er, elle aura le 31, le dimanche, ça sera le dimanche d'avant, juste. Ça sera le 30. Le 30, pardon. Elle aura le 30, pardon. Elle aura le 30 octobre en commémoration du 1er novembre 54, début de la guerre d'Algérie. Elle aura de la place de la République à la place de la Bastille, comme d'habitude. Donc j'invite tous nos concitoyens à venir commémorer cette date et aussi, surtout, apporter leur soutien aux détenus d'opinion et leur soutien au peuple algérien. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On y reviendra, bien évidemment. Zouab Ouachem, merci d'avoir été avec nous. Hamid Lelouf via Washington, merci. Et merci à Abdou Samar pour ses réactions suite donc aux révélations et aux articles de Maghreb émergent et d'Algérie Part. On est revenu ce soir sur ce budget de la défense qui est annoncé à tripler, celui donc du Palais El Mouradia, donc quadruplé pour cette année 2023. Merci. Dans quelques instants, Al-Umr sur El Marabia. À demain, j'espère. Bonne soirée.